je rappelle, et ce sera comme ça une fois par mois. Je remercie avant de commencer les participants, ceux qui sont déjà présents ici aujourd'hui, mais aussi également ceux qui ont travaillé à l'élaboration de ce cycle de webinaire. Donc, à savoir, bien sûr, l'association Bassin Versant Tarn-Aveyron, le SAGE Nest et Rivière de Gascogne, qui est porté par l'OCDE 33, pardon, 32, l'Agence de l'eau, bien sûr, l'AUAT, qui nous accompagne également et qui interviendra aussi dans d'autres webinaires. Et puis, le département de la Gironde, notamment de la cellule Aménageau. Et vous allez voir tout à l'heure, c'est une cellule qui a pour mission aussi d'intégrer l'eau dans l'urbanisme et dans la planification du territoire. Donc, merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui et également à ceux qui ont collaboré pour ce cycle de webinaire. Webinaires qui sont organisés par le SMEAG donc, et le SAGE Valais de la Garonne. Donc, le SMEAG qui est la structure porteuse du SAGE Valais de la Garonne. Mais tout à l'heure, on va revenir justement sur ces concepts un peu de structure porteuse et de SAGE, justement, pour expliquer un peu ce que c'est, ces outils, et aussi cette gouvernance de l'eau en France, notamment. Avant de présenter un peu le déroulé de la journée, on va regarder les propos introductifs de M. Thierry Siot, qui est donc le président de la commission locale de l'eau du SAGE Valais de la Garonne. Donc, je vous invite, le son n'est pas très fort, donc je vous invite à augmenter le son de votre ordinateur pour bien écouter ce qui va se dire. Mesdames, Messieurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire, élus, techniciens, pour ce premier webinaire d'une série de rencontres sur les sujets de l'eau, sujet qui nous conduira à aborder les enjeux de l'eau et de l'aménagement de nos territoires, sujet qui suggère que nous puissions travailler et avancer en partenariat. Ce webinaire en est le reflet, puisque nous avons le concours de l'Agence de l'eau, du Conseil départemental de Gironde, du SMEAG, bien entendu, qui est la structure porteuse de la clé SAGE-Garonne, et puis de structures porteuses de SAGE également, qu'il convient de saluer, Tarn-Aveyron et Nest-Rivière de Gascogne. Mais tous ces partenaires, tous ces acteurs interviendront tout au long de vos échanges. L'intérêt de ces rencontres, c'est qu'il nous faut plus que jamais être en capacité de mettre l'eau au cœur de nos réflexions d'aménageurs, de décideurs des politiques publiques territoriales, et qu'en matière de risque, et le risque peut être aussi de manquer d'eau, comme d'en avoir trop, en matière de risque, la capacité d'anticipation est une clé. Nous avons élu des documents pour anticiper, nous avons des documents pour planifier plus exactement, nous avons nos PLU, nos PLUI, nos SCOT, et ces documents ne peuvent plus être déconnectés des enjeux de l'eau. Pour la première fois, voici quelques mois, pour la première fois de mon engagement d'élu, j'ai entendu un collègue expliquer que dorénavant, il penserait l'accueil des populations dont les objectifs sont fixés dans des documents de planification, sont fixés par des exigences des partenaires publics. Pour la première fois donc, j'ai entendu ce collègue dire peut-être que nous n'aurons pas suffisamment d'eau potable pour accueillir les habitants que nous projetions d'accueillir. C'est assez interpellant, comme on peut dire. J'ai également, ces dernières années, et nous avons collectivement assisté à une augmentation du nombre de communes qui, à tel ou tel moment de l'été, devaient faire appel à un apport extérieur d'eau potable en bouteille, en citerne, parce que l'alimentation qui nous semblait infinie, ne jamais devoir s'arrêter, s'était arrêtée. Nous n'avons plus de son. Plantes qui affectent notre agriculture
infrastructures qui affectent l'ensemble des activités humaines, est un sujet qu'il est important de prendre en compte aussi dans nos réflexions de décideurs, d'aménageurs, pour les élus, de personnes, de citoyens qui sommes dépositaires pendant un mandat de cette responsabilité de prendre des décisions pour une commune, pour une intercommunalité, pour un département, pour une région. Et donc, véritablement, ce webinaire va permettre d'appréhender les sujets de qualité, les sujets de quantité, les sujets de l'eau ramenée au risque qu'elle fait encourir à un territoire. Et c'est par le dialogue, par l'échange, par la discussion, et puis par la transmission, notamment aux jeunes générations. Je veux parler de celles qui se forment à prendre la relève, les relèves techniques et les relèves politiques. C'est par ce travail collectif, et je remercie encore une fois tous les partenaires, tous les acteurs, je salue les dignes représentants de la commission locale de l'eau du Sage-Garonne et du SMEAG qui participent et qui animent ce webinaire, mais c'est vraiment par ce travail collectif que nous pourrons prendre à bras le corps ce défi au fond pour les générations à venir. Ça n'est pas aussi évident que cela. Il y a 5 ans environ, lorsque nous avons élaboré le Sage-Garonne, mais qu'il n'était pas encore tout à fait approuvé, nous avions voulu anticiper son approbation et avancer sur ce terrain de l'eau et de l'urbanisme. Et je crois me souvenir qu'on n'avait pas forcément, on n'avait peut-être même pas eu un succès d'estime. Ça n'était pas encore la préoccupation. Ça n'est pas pour critiquer qui que ce soit. C'est pour dire que les choses s'accélèrent. Et s'il fallait une démonstration supplémentaire, regardons tous les travaux récents qui ont pu être faits, notamment dans le cadre d'un projet LIFE qui a concerné le Sage-Garonne et son territoire. Regardons 2050, c'est en 2035, peut-être en 2030. Tout s'accélère. Et nous devons donc accélérer ces webinaires, et par ces webinaires, les échanges d'expériences, les retours d'expériences et la capacité, encore une fois, de nous former aux enjeux. Le ruissellement, l'érosion sont des sujets de la campagne et de la ville. Trop d'eau, pas assez d'eau sont des sujets de tous les usagers, des campagnes et des villes. Ne nous renvoyons pas non plus la balle ou la responsabilité, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et nous en avons besoin, mais agissons plutôt ensemble. Et c'est ce que vous propose au fond cette rencontre, c'est ce que vous propose ce cycle de rencontres sur les sujets de l'eau, de nous connaître, d'échanger et de continuer à mener le combat ensemble. Bien, merci donc à vous d'avoir répondu présent. Et donc, vous avez entendu ici les propos introductifs de monsieur Thierry Siot, qui est le président de la clé du Sage Vallée de la Garonne. Donc, on est maintenant près d'une centaine de personnes connectées. Donc, merci encore une fois à vous d'être ici. Pour la journée et pour ce webinaire d'aujourd'hui, qui est donc le premier d'un lancement d'un cycle de webinaire, il y a d'autres thématiques qui vont être abordées au fur et à mesure, jusqu'en avril notamment. On va parler de changement climatique, bien sûr, ça sera le prochain webinaire, mais on va également parler des enjeux qualitatifs, mais aussi quantitatifs de la ressource en eau. On parlera également des eaux pluviales et entre autres de la biodiversité des zones humides. Il y aura après chaque webinaire un formulaire de satisfaction dont le but est de pouvoir recueillir aussi vos avis, de savoir si vous avez des sujets qui peuvent aussi vous intéresser, des sujets sur lesquels on est peut-être passé un peu trop vite parce qu'une heure c'est quand même assez dense et assez court en même temps. Donc voilà, si vous avez d'autres sujets qui pourraient vous intéresser et qu'on pourra venir aborder, c'est le cas, c'est avec ce formulaire-là que vous pourrez nous dire donc, ce que vous pensez ajouter en plus. À tout moment, vous pouvez, par le chat, envoyer vos questions. Donc, les micros sont coupés, mais vous pourrez écrire vos questions. Si vous avez des questions, je vous invite donc à les écrire directement. On les prendra en compte, on en prendra une ou deux après chaque présentation. Mais les autres questions qui n'ont pas été répondues, on pourra également y répondre à travers donc, une foire aux questions qui sera donc disponible dans le site que je vais vous partager juste après. Donc, toutes les questions seront répondues, 2 ou 3 ici en direct, mais ensuite les autres le seront ultérieurement. À chaque fois, les webinaires vont être de 9h30 à 10h30 et toujours en visioconférence.
Pour ce jour, donc, on a entendu les propos introductifs de M. Thierry, mais ensuite on aura une présentation du grand cycle de l'eau, notamment des liens eau-urbanisme du côté SDAGE Adro-Garonne, donc de l'agence de l'eau Adro-Garonne. Donc je remercie Marie-Christine Moulis pour sa présence ici ce matin, qui est coordinatrice territoriale de Garonne, donc à l'agence de l'eau Adro-Garonne. Et puis pour la partie acteurs et outils, les principaux en tout cas, ce sera moi-même, donc chargé de mission SAGE eau, aménagement, urbanisme, au SMEAG. Voilà. Voilà, donc ici vous avez le site sur lequel vous pourrez retrouver également ce webinaire-là qui est enregistré et ensuite également les présentations qui vont être déroulées et les questions qui seront répondues aussi. Sans plus tarder, je vais laisser la place donc à Marie-Christine Moulis pour la première intervention de ce webinaire. Merci Daniel, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien, parfait. Merci. Bonjour à tous. Je voulais remercier le SMEAG et ses partenaires d'avoir organisé ce webinaire et puis tous les webinaires qui vont arriver. Tu viens de le présenter Daniel sur eau, aménagement et urbanisme, parce que là on est vraiment sur un enjeu majeur qui est la prise en compte de l'eau dans la planification urbaine et l'aménagement. Tu m'as présenté, je travaille à l'agence de l'eau, je suis en délégation, à la délégation à Toulouse, qui couvre en gros tout le secteur de l'Occitanie. Si tu peux me mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Merci à toi. Moi, j'ai conçu donc une présentation vraiment de manière très compacte sur plutôt une introduction à la politique de l'eau. Et on passera sur très rapidement le grand cycle de l'eau et en quoi c'est intéressant de travailler justement sur et d'intégrer ce cycle de l'eau dans les outils d'aménagement du territoire. Ce qu'est la gestion intégrée de l'eau et l'échelle à laquelle il est intéressant de travailler l'eau, c'est-à-dire le bassin versant. Un petit zoom sur la gestion française de l'eau du volet européen jusqu'au volet local et puis peut-être juste quelques flashs sur ce que peut être l'accompagnement de l'agence de l'eau dans son prochain programme qui sera sur 2025 et 2030. Tu peux mettre la diapo sur le grand cycle naturel de l'eau. Merci beaucoup. C'était juste pour rappeler que ce cycle de l'eau, c'est un cycle fini et que toute l'eau qui y circule n'est pas mobilisable. Donc, en mesurant ce caractère fini du cycle de l'eau, on mesure aussi la fragilité de cette ressource et des milieux naturels qui y sont associés, évidemment. Je ne rappellerai pas dans le détail ce qu'est le cycle de l'eau, je pense que vous l'avez tous en tête, mais toute l'eau qui est à la surface du globe vient de l'atmosphère. Puis les nuages vont donner des précipitations qui peuvent être liquides ou solides. Et quand l'eau arrive au sol, elle a plusieurs chemins possibles. Elle peut être récupérée par les plantes ou évapotranspirée et repartir dans l'atmosphère. Une partie va ruisseler et on le voit sur les derniers épisodes, quand elle ruisselle de manière très forte, ça peut avoir des conséquences très très importantes sur nos aménagements, sur nos villes, mais également en zone rurale. Et une partie va passer la barrière du sol et va s'infiltrer. Et tout cela converge bien sûr vers la mer, les océans, et le cycle de l'eau recommence. Mais en fait, ce cycle de l'eau, il est très perturbé par l'homme depuis de nombreuses années. Et désormais, il est aussi percuté par le changement climatique. Et le sud-ouest de la France, les scientifiques nous disent que c'est un hotspot du changement climatique et qu'on sera vraiment très, très impacté. Alors, quand on dit on sera, c'est faux parce qu'on l'est déjà. Depuis la fin des années 70, on mesure que la température de l'air augmente et en moyenne sur le grand bassin de la Garonne, c'est des grandes moyennes, mais il y aura un webinaire, j'ai vu Daniel, sur le changement climatique, vous pourrez rentrer plus dans le détail. Retenez qu'on prend à peu près plus 1 degré par décennie depuis, on va dire, les années 70, que cette accentuation, elle est encore plus forte en zone de montagne. Et vous le savez, les conséquences, elles sont très fortes dans les villes. Et les débits baissent sur les cours d'eau de manière aussi, si je devais le schématiser, à peu près de moins de 10% par décennie. Bien sûr, c'est la baisse des débits en étiage. Donc, on voit qu'on est déjà concerné. Et les travaux qui sont consolidés désormais sur le changement climatique projettent plutôt une température moyenne de la Garonne à 2050 qui risque d'être augmentée de plus 3 degrés.
ce qui peut représenter un grand nombre de jours de vagues de chaleur, des périodes plus longues aussi. Une baisse des débits en étiage qui risque d'atteindre de -40 à -50%, voire -70% en étiage et des épisodes extrêmes. Donc tout ça nécessite qu'on s'adapte et qu'on rende nos territoires plus résilients et les scientifiques nous disent que la décennie pour agir, eh ben, c'est la décennie dans laquelle on est, quoi. Donc sur les diapos suivantes, en fait, je voulais vous dire que s'adapter, c'est aussi, travailler à l'échelle pertinente, pour la gestion de l'eau qui est l'échelle du bassin versant. Et je vous propose qu'on regarde une petite vidéo, de 5 minutes qui est un dialogue d'élus, qui a été une vidéo conçue, sur le bassin de la Charente, mais qui va nous refixer un peu l'intérêt de travailler à cette échelle-là. C'est Daniel qui est à la manœuvre. C'est Merci beaucoup. sympa chez vous. C'est vert, ça bouge. Et puis vous avez bien réussi à relancer l'économie. Et en particulier l'agriculture avec les nouvelles filières et le circuit court. Vous avez un super cadre de vie. Comment vous vous y êtes pris avec ton équipe? Et si je te disais que tout découle des politiques qu'on a mis en place pour la gestion de l'eau? De l'eau? Mais quel rapport? Parce qu'en agissant en amont sur cette question, on a pu éviter plein de problématiques et même en tirer des bénéfices. Tu m'intrigues là. Car chez nous, l'eau, c'est un sujet un peu secondaire. En même temps, nous, on n'a pas de cours d'eau qui traverse la commune. On est moins concernés. Eh ben détrompe-toi. La rivière ne s'arrête pas aux frontières des communes. Ce qui se passe à l'amont impacte l'aval et vice-versa. Même les communes qui ne bordent pas de cours d'eau sont concernées par l'eau. C'est-à-dire? Attends, regarde. Je vais te montrer par exemple ce qu'on a fait et les impacts que ça a eu. Déjà, on a commencé à financer des travaux pour réaménager les cours d'eau. C'est le syndicat de bassin versant, qu'on appelle le syndicat Gémapien, qui gère la mise en œuvre de ces travaux pour recréer des zones humides et reméandrer les cours d'eau. C'est un partenariat durable entre nous. Au-delà du bienfait pour la biodiversité, les zones humides sont très importantes. Elles permettent d'augmenter la recharge des nappes souterraines et d'assurer des ressources en eau pour maintenir les activités du bassin versant. Tu vois, par rapport au conflit entre tous les usages de l'eau auxquels on peut faire face, surtout en période de sécheresse, ça vaut le coup d'anticiper et de créer les conditions pour limiter les tensions, non? C'est sûr. Surtout que la situation ne va pas aller en s'améliorant. Les travaux d'aménagement des cours d'eau nous ont aussi permis de retenir et diluer davantage les polluants, d'améliorer l'auto-épuration des cours d'eau, de mieux gérer les rejets des stations d'épuration et donc de diminuer les coûts de production d'eau potable. Ça a été une source d'économie importante, tout en permettant d'offrir une eau de meilleure qualité aux citoyens et une rivière plus propice pour les activités. Ensuite, on a vu un vrai changement en période de forte crue. Là où les inondations étaient très fortes et destructrices quand la rivière était rectiligne, elles sont bien mieux absorbées aujourd'hui et engendrent beaucoup moins de dégâts. Effectivement. Je commence à comprendre l'intérêt. Et par rapport à l'activité économique alors, en quoi ça vous a aidé? C'est simple. En fait, comme les zones humides se maintiennent bien dans les prairies et que les prairies sont, elles, préservées grâce aux activités d'élevage, ça a été l'occasion pour nous de repenser nos pratiques agricoles. On s'est mis en relation avec la Chambre d'agriculture pour accompagner les agriculteurs et développer les pratiques liées à l'élevage. Cela nous a permis de créer une filière viande spécifique sur le bassin, avec de la consommation en circuit court, et même nos cantines en profitent. Avec une meilleure couverture des sols agricoles et l'implantation de haies, on a aussi grandement limité les phénomènes d'érosion des sols et les effets des inondations et des coulées de boue. Pareil pour les cultures. On a développé des filières à faible impact sur l'environnement, comme la culture de chanvre, qui ne nécessite ni irrigation, ni pesticides et qui fixe le carbone. Grâce au chanvre, on a également lancé des projets innovants pour l'isolation des bâtiments. Ça a été l'occasion de nouer des partenariats avec des entreprises du territoire et la Chambre des métiers. Ah oui, la boucle est bouclée. Oui, en fait, on touche à un élément et on a une série d'effets positifs en cascade. Et tu vois, typiquement, la filière viande, ça vous concerne aussi. Même si vous n'êtes pas en bord de rivière, vous pouvez profiter des retombées économiques et de la qualité des produits locaux du bassin versant. D'où l'importance d'avoir une vraie solidarité entre l'amont et l'aval. On a tout intérêt à ce que la qualité de l'eau soit bonne pour que nos produits le soient aussi. Complètement. C'est vrai que je n'avais encore jamais fait ce lien, mais tu as raison. Nos citoyens sont directement impactés. Oui, même en ville par exemple. À cause du réchauffement climatique, les épisodes de fortes pluies ont parfois pu être dévastateurs lorsque les réseaux débordent.
Eh bien, en désimperméabilisant les sols, on permet aux eaux de pluie de s'infiltrer directement dans la terre. On évite les ruissellements et les débordements. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pensé en lien étroit avec l'urbanisme. Car en désimperméabilisant, on apporte plus de végétation. On lutte contre les îlots de chaleur en période de canicule, ça fait revenir la biodiversité en ville et le cadre de vie se trouve vraiment amélioré. Et ça, tous nos citoyens l'ont bien ressenti aussi. Oui, en fait, tout est lié. Vous avez vraiment tout gagné à mettre ça en place. Plus de ressources en eau, une eau de meilleure qualité, des opportunités économiques, et pour l'emploi, une agriculture repensée, la création de circuits courts, un cadre de vie plus agréable pour tout le monde. Il est temps qu'on s'y mette. Une gestion collective et solidaire de l'eau, C'est la clé pour préparer efficacement l'avenir. Merci Daniel. Bon, alors il y a beaucoup de messages dans ce petit film qui a été fait, je le redis, sur le bassin de la Charente, sur un bassin versant, pour accompagner une opération. Si on devait retenir quelques sujets, il y a la méthode de gestion du territoire qui, on voit, ne prend pas en compte les limites administratives, mais travaille à l'échelle du bassin versant. L'intérêt de travailler le bassin versant, c'est d'avoir une vision globale des usages et aussi de leurs impacts ou des ressources ou des aménagements. Parce qu'un usage seul, on pourrait considérer qu'il n'impacte pas le territoire, l'eau et les milieux aquatiques, mais finalement, quand on les cumule, il y a des effets qui sont en cascade et qui peuvent être très, très importants. Ça permet aussi de rassembler les différents usagers de l'eau et puis de concilier parfois des usages qui peuvent être conflictuels. Ça permet aussi de tracer l'avenir d'un territoire, puisque ça peut être un vrai projet de territoire qui peut être porté. Là, c'était le cas dans cette opération. Voilà, donc beaucoup d'avantages à travailler à l'échelle de ce bassin versant. Si on dézoome sur les diapos suivantes du bassin versant et que cette fois-ci, on reprend un peu de hauteur sur la gestion de l'eau en France, il y a beaucoup d'échelles. C'est quand même un écosystème qui est très complexe, hein, la gestion de l'eau, vous le savez. Le modèle français de la gestion de l'eau, d'ailleurs, il est très décentralisé et il est pris en exemple dans la politique européenne, puisque l'Europe fixe un cadre assez précis pour les États membres avec un objectif de bon état pour chaque cours d'eau, chaque nappe, par exemple, la nécessité de travailler à l'échelle des bassins versants, des grands bassins versants, chose qu'on sait mieux faire en France que dans d'autres pays. Le principe de récupération, par exemple, des coûts et pollueur-payeur. À l'échelle nationale, on va retenir que depuis les années 60, la gestion de l'eau, elle est très décentralisée. Et donc, il y a effectivement un corpus réglementaire, mais il y a aussi une gestion de l'eau qui est déléguée au niveau de chaque grand bassin, et en l'occurrence pour nous, le grand bassin Adour-Garonne, avec un parlement de l'eau qui est le comité de bassin et une agence de l'eau qui, on va dire, est plutôt l'organe exécutif. Le comité de bassin qui travaille ce qu'on appelle un SDAGE, un schéma directeur et d'aménagement et de gestion des eaux, et l'agence de l'eau qui est là aussi pour accompagner ces politiques-là via ces programmes financiers. Et à des échelles plus locales, je ne vais pas le développer parce que Daniel, tu vas en parler, mais bien sûr, il y a les commissions locales de l'eau avec des outils de planification et de gestion de l'eau qui s'appellent, eux, des SAGE. On a 31 sages sur le bassin d'Adour-Garonne. C'est peut-être la diapo suivante, je pense, Daniel. Et 6 grands sages sur le grand bassin de la Garonne, dont le sage Garonne qui vous sera présenté tout à l'heure, mais il y a dans la salle aussi des collègues de sages qui sont en cours de construction, comme le sage bassin versant des Pyrénées ariégeoises ou le sage Ness rivière de Gascogne. Pour le schéma directeur, qui lui a une échelle beaucoup plus grande, puisque c'est à l'échelle du grand bassin Adour-Garonne, c'est un document de référence de la politique de l'eau qui est établi tous les 6 ans et qui fixe en fait les orientations fondamentales de la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et bien sûr qui intègre l'adaptation au changement climatique. Donc je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas, on y trouve des objectifs de qualité, de quantité, et des grandes stratégies pour, bien évidemment, atteindre le bon état des eaux. Mais il y a aussi un enjeu particulier qui traite de la limitation et de la réduction de l'impact sur l'eau pour réussir
un aménagement, une urbanisation qui soit maîtrisée au regard des enjeux de l'eau. Je vous ai mis ici, je pense que Daniel y reviendra, donc je ne vais pas le développer. Ça passe à la fois de la maîtrise de l'étalement urbain par la limitation du ruissellement de l'eau ou la préservation des zones humides dans l'urbanisation. Et il y a une annexe de ce schéma directeur qui présente les clés de lecture plutôt pour les gens qui travaillent sur l'urbanisme et l'aménagement, puisque vos outils doivent être compatibles avec les enjeux, les orientations et les objectifs d'usage. Donc, cette notion de compatibilité, ça induit qu'ils ne doivent pas être contraires à ces orientations et à ces objectifs. Voilà, peut-être juste la diapo suivante et on termine sur le 12e parce que je pense que j'ai été un peu plus long que 15 minutes. Daniel, fais-moi signe, n'hésite pas. Tout va bien, tout va Euh, bien. Ça va? Dans le SDAGE, donc, dans cette orientation qui s'appelle A et qui traite des conditions de gouvernance, de l'intégration des enjeux de l'eau dans l'urbanisme, on va retrouver 8 dispositions qui traitent vraiment spécifiquement et qui fixent des objectifs sur la conciliation des politiques de l'eau et de l'aménagement du territoire. On va dire qu'elles sont organisées en 2 grands thèmes, qui est partager la connaissance, améliorer la prise en considération des enjeux environnementaux par les acteurs de l'urbanisme. Il y a par exemple l'invitation aux porteurs de SCOT et de PLU d'intégrer le plus tôt possible les structures qui ont compétence dans le domaine de l'eau, qui peuvent vous décrypter tous les enjeux de l'eau sur votre territoire. Mais ça traite aussi du respect, de la limitation de l'imperméabilisation nouvelle des sols, de la gestion du ruissellement du pluvial. Donc voilà, vous avez ce corpus-là qui est à votre disposition et vos outils doivent être, je le redis, compatibles avec ce que vous allez retrouver dans ce grand schéma directeur. Pour terminer sur comment on peut accompagner tout ce processus-là, les agences de l'eau ont des programmes qui sont fixés sur 5 ans et on va démarrer au 1er janvier 2025 un 12e programme qui est basé, on va dire le cadre stratégique, c'est tout notre programme est tourné vers l'adaptation au changement climatique et d'ailleurs ça posera un certain nombre de conditions d'aide, c'est-à-dire qu'on va attendre désormais que nos partenaires qui nous présentent des projets puissent aient fait des diagnostics d'adaptation au changement climatique et travailler des programmes d'adaptation. Donc ça va vraiment marquer le 12e programme. Mais aussi, par exemple, je ne vais pas tout développer, mais on va trouver tout un accompagnement très fort au développement et à la massification des solutions fondées sur la nature, les fameuses SFN, qui sont vraiment très intéressantes pour rendre nos territoires résilients. Voilà, juste pour terminer, en termes d'accompagnement financier, merci Daniel. Et on va essayer, on renforce au 2e programme justement ce lien entre politique de l'eau et aménagement du territoire. Ça va passer par exemple par le financement. On pourra vous accompagner dans les études diagnostiques des volets eau que vous pourrez développer dans les SCOT et les PLU. Ce n'était pas le cas trop dans le 11e, ça avait été le cas dans le 10e programme. Évidemment, cet accompagnement-là, il nécessitera pour vous d'associer les sages sur les territoires où ils existent. En l'occurrence, sur le Grand Bassin Adour-Garonne, il y en a quasi partout. Ça peut être aussi l'accompagnement à des schémas directeurs, par exemple sur la gestion du pluvial, ou on peut passer aussi à des aides qui sont complètement des aides thématiques, soit sur le volet de la renaturation des villes, soit sur la réutilisation des eaux non conventionnelles. Et je vous ai mis là quelques exemples que je ne développerai pas. Voilà pour cette introduction très rapide. Et si vous avez des questions, effectivement, comme l'a dit Daniel, on pourra aussi y répondre post-réunion. Mais je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup, Marie-Christine Moulis, pour ton intervention. Effectivement, il y a quelques questions qui sont arrivées. Il y a une première qui est sur est-ce que ce modèle de gestion est une vraie difficulté pour agir à l'échelle locale ou non, d'après toi?
Non, non, pas du tout. Ce que je vous ai présenté là, c'est qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui travaillent à des échelles infra, et heureusement, à l'échelle communale, à l'échelle d'un site ou à l'échelle intercommunale. Et évidemment que la gestion par bassin versant, elle est plutôt là pour mettre de la cohérence. C'est plutôt une approche systémique, vous voyez, mais elle ne met pas des freins ou elle n'handicape pas la gestion locale. Elle vient là plutôt pour fixer le cadre, mettre ensemble les acteurs, porter des projets communs, mais évidemment, il y a des échelles locales de gestion qui subsistent et qui persistent et qui sont accompagnées, évidemment. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Il y a une autre question qu'on va essayer de répondre maintenant, c'est aussi comment faire émerger des circuits courts au regard de la tendance actuelle de consommation des personnes. Voilà. Comment on pourrait faire émerger des circuits courts alors que ça fonctionne plutôt bien pour les grandes surfaces agricoles, mais pour les petites exploitations, c'est un peu plus difficile. Comment on pourrait faire ça? Alors, si en gardant toujours ce lien eau et urbanisme, moi j'ai des exemples en tête d'opérations, par exemple, sur des projets territoriaux, les fameux PAT. Ces projets territoriaux qui sont souvent portés par des communautés de communes ou des grandes métropoles. Ça peut être le cas, c'est le cas sur Toulouse Métropole, par exemple. Ça peut permettre de retravailler justement l'adaptation de l'agriculture à nos territoires pour qu'elle soit aussi respectueuse des enjeux de l'eau. Et ça peut permettre de mettre en place des circuits courts. Si vous le souhaitez, post-réunion, je pense qu'on pourra mettre en lien. Je dois avoir quelques fiches ou quelques diaporamas ou films qui montrent justement qu'on peut développer des circuits courts qui soient respectueux de l'environnement et qui permettent justement d'accompagner les territoires pour avoir une agriculture rapide, juste immédiate, quoi. Merci beaucoup, Marie-Mélisse. Et du coup, on va essayer de continuer sur la suite du webinaire pour essayer de garder le format de cours de 1 heure. Juste une précision que j'avais et que d'ailleurs que ça a été souligné. Est-ce que les financements des Voléo dans les SCOT et PLUI le sont également pour les PLU ou c'est seulement SCOT PLUI? Pour l'instant, les délibérations, on écrit les délibérations, on parle beaucoup de Scott. Une fois je ne peux pas vous le dire à ce stade parce que les délibérations ne seront votées qu'en octobre. On met plutôt l'accent sur les Scott, mais je pourrais confirmer ça une fois que les délibérations seront votées. Revenez vers vos interlocuteurs à Agence de l'eau, ils pourront vous le dire, il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup. Merci. Bien, merci. Donc, on va continuer. Les autres questions, hein, comme je vous le disais, hein, elles ne seront pas oubliées. On va les prendre et on va répondre ensuite une fois aux questions qui sera disponible dans le site que vous avez, donc dans le diapo au début. Mais évidemment, on va également vous envoyer un mail avec les liens où vous pourrez trouver tous ces éléments, y compris le webinaire qui est enregistré. Pour poursuivre donc cette présentation introductive, hein, c'est vraiment l'introduction qu'on fait ici sur la thématique de l'eau et de l'aménagement et de l'urbanisme. On va maintenant parler des principaux outils et acteurs de la gestion de l'eau, chose qui a déjà été évoquée en partie par Marie-Christine Moulis dans son intervention. Mais pour continuer un peu cette démarche, ça a été rappelé à plusieurs reprises d'ailleurs par l'élu, par M. Thierry Siot, mais également par Marie-Christine Moulis. Le travail de l'eau dans l'urbanisme, ce n'est pas seulement la gestion des eaux pluviales, ce n'est pas que ça, ce n'est pas seulement la gestion du risque. Il y a d'autres thématiques qui sont en lien avec cette synergie à avoir entre eau et urbanisme, parce que quand on travaille sur l'eau, on travaille notamment sur le cadre de vie, sur la qualité de vie dans nos territoires, qu'ils soient urbains et ruraux. Et travailler également sur l'eau dans l'urbanisme, ça veut dire aussi qu'on va travailler sur la qualité de l'eau, puisque si on a un ruissellement qui est moindre, avec une eau qui s'infiltre, on va avoir moins de lessivage des sols, donc une eau qui va être de meilleure qualité. On va avoir une eau qui va s'infiltrer. Si elle s'infiltre, elle va venir alimenter la nappe. Si elle alimente la nappe, cette nappe pourra ensuite alimenter le cours d'eau lorsqu'il sera en étiage. Donc c'est tout un circuit qui se fait. Donc c'est bien pour bien montrer que quand on parle de l'eau dans l'urbanisme, c'est pas seulement la gestion des eaux pluviales et inondations, mais c'est aussi d'autres aspects encore plus globaux sur lesquels on peut venir intervenir. D'où l'intérêt pour nous qui travaillons dans le domaine de l'eau, de créer vraiment des interactions assez fortes entre les documents de planification et de gestion de l'eau, qu'ils soient SDAGE ou SAGE, et également les documents d'urbanisme qui sont les SCOT et les PLU, PLUI notamment.
Ça a été rappelé, mais il y a deux grands pendants de la gestion de l'eau en France, et notamment les documents qui sont liés à la gestion des inondations, gestion du risque donc, et puis les documents qui sont centrés sur la gestion de la ressource en eau de façon plus large. Il y a différentes échelles d'intervention, donc l'échelle européenne, comme ça a été rappelé, avec notamment la directive cadre sur l'eau, qui vient donner des échéances à avoir pour chaque État membre. Et ça se traduit ensuite au niveau français par des différentes lois. Si on prend le pendant gestion de la ressource, il y a notamment la loi Lima, donc la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006. Et puis, il y a différentes échelles d'intervention, notamment l'échelle d'intervention par les grands bassins, comme le bassin Adour-Garonne, mais il y en a d'autres encore, où là, on élabore des documents de gestion, par exemple le SDAGE, donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Et puis, côté risque, on a notamment le plan de gestion du risque inondation. Il y a des volets communs qui sont faits entre ces deux documents, mais l'échelle continue à s'affiner, si on peut dire comme ça, avec notamment les SAGE, qui sont en fait une déclinaison plus locale du SDAGE. Donc, on a le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, donc des SAGE. Et puis, à une échelle plus locale de le côté inondation, on a la stratégie locale de gestion du risque inondation. Mais il y a encore d'autres échelles d'intervention qui sont encore plus précises, si on peut dire comme ça. On a par exemple le projet de territoire pour la gestion de l'eau. Ici, au Haute-Garonne, il y a justement un document comme ça, c'est un outil qui a été créé, qui est possible. Et il y a un document cet outil-là a été mis en place donc au côté Haute-Garonne, et c'est le conseil départemental d'ailleurs qui le porte, et c'est un projet de territoire pour la gestion de l'eau de la Garonne amont, donc avec un projet vraiment de territoire qui est vraiment sur l'eau de façon très large, avec différentes actions qui sont en train d'être réalisées. Et côté inondation, on a aussi des programmes d'action pour la prévention des inondations, qui se font à une échelle différente, encore une fois, puisque le projet de territoire pour la gestion de l'eau, c'est une échelle plus hydrographique, et parfois le programme d'action en prévention des inondations, c'est un territoire un peu plus administratif, où on prend en compte des communes. Par exemple, vous avez le PAPI Toulouse Métropole, ou alors le PAPI Garonne-Girondine, qui sont sur des périmètres plus de communes, en fait. Mais à la croisée de ces sphères entre la gestion des inondations et la gestion de la ressource en eau, on trouve donc la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui sont vraiment c'est les deux pendants qui sont réunis à l'échelle la plus locale, la plus fine de l'action sur la gestion de l'eau. Et c'est à travers notamment des programmes pluriannuels de gestion que les syndicats GEMAPI ou les GEMAPiens élaborent un plan d'action sur 3 ans pour pouvoir gérer cette ressource en eau, mais aussi prévenir des inondations. Donc, je fais ça de façon assez sommaire, mais c'est pour qu'on ait bien conscient qu'il y a vraiment différents outils qui sont mis en place avec des acteurs qui sont complètement différents les uns des autres. Ça a été rappelé tout à l'heure, les SAGE qui sont présents dans le bassin Adour-Garonne, mais là maintenant, c'est les SAGE qui sont actuellement approuvés ou en élaboration dans le périmètre de la commission territoriale Garonne, qui est une échelle un peu plus fine, si on peut dire comme ça, du bassin Adour-Garonne, et qui est donc centrée sur la Garonne. On a donc notamment le SAGE Valais de la Garonne, mais aussi le SAGE Hermance-Giroux, le SAGE Drô, par exemple, ou encore le SAGE Estuaire, qui est donc côté estuaire de la Gironde, et deux SAGE qui sont assez conséquents en termes de périmètre également, notamment le SAGE Nest et Rivière de Gascogne et le SAGE des Pyrénées ariégeoises notamment. Ils sont, eux, en cours d'élaboration et qui sont portés, qui sont réalisés, si on peut dire comme ça, par les conseils départementaux du Gers notamment, et puis de l'Ariège pour l'autre. Si on change un peu le pendant et on regarde un peu la dynamique SCOT sur ce territoire actuellement, dans le SAGE Valais de la Garonne, on a actuellement 15 SCOT qui sont concernés. Donc on voit bien que les périmètres du SCOT ne sont pas forcément concernés par un seul SAGE, puisque par exemple si on prend l'exemple du SCOT, Pays Sud-Toulousain, il y a au total 3 SAGE différents. Ils sont traversés par le territoire, donc le SAGE Valais de la Garonne, le SAGE Nest et Rivière de Gascogne, mais aussi le SAGE Pyrénées ariégeoises notamment. Donc ça vient ici contraster entre le fait qu'il y a un document de planification qui a une échelle différente et puis un document de gestion de l'eau qui est là encore sur une échelle plus hydrographique. Ce qui peut créer parfois des complexes puisqu'il faut assurer la compatibilité avec l'ensemble des SAGE qui sont présents dans le SCOT notamment, ou le PLUI. C'est le cas également dans le territoire de l'association Bassin de versant Tarn-Aveyron, puisqu'il y a, vous voyez ici la carte des SCOT qui sont présents, donc il y a de nombreux SCOT dans ce territoire, mais il y a également différents SAGE qui concernent donc une diversité de SCOT dans ce territoire. Et un SAGE, du coup, c'est quoi finalement?
Un SAGE, c'est un document, un outil qui a été créé notamment en 1992 par la loi sur l'eau et qui a été conforté par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques en 2006. C'est un document qui a pour objectif d'avoir une planification de la ressource en eau sur 10 ans. Exemple ici, le SAGE Valais de la Garonne, il a été approuvé en 2020 et il va jusqu'en 2030. Ça veut dire qu'entre-temps, il faut qu'il y ait une évaluation et puis après, il sera renouvelé ou en tout cas, le projet sera modifié en fonction de la réalité du territoire également. Un SAGE, il est piloté par un parlement de l'eau. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir en compte, c'est qu'il y a vraiment un parlement de l'eau qu'on appelle la commission locale de l'eau. Et cette commission locale de l'eau, c'est un ensemble de représentants des usagers notamment. On a 50% de représentants de collectivités territoriales, PCI. On a 25% de représentants des usagers, donc par exemple les industriels, les associations de protection de l'environnement, par exemple, et 25% des structures qui dépendent de l'État, notamment la DDT, par exemple, ou l'ADREAL. Ça va être ça. Donc c'est ensemble ce groupe d'acteurs qui viennent de milieux différents et qui représentent des enjeux différents, qui vont mettre en place, qui vont piloter, qui vont diriger, qui vont donner la tendance à avoir pour le document de planification. Et au-delà de ce Parlement de l'eau, il y a ensuite une structure porteuse qui fait le travail, on va dire, d'élaboration ou d'animation du document. Ici, en l'occurrence, le SAGE Valais de la Garonne, la structure porteuse et le SMEAG, donc syndicat mixte d'études d'aménagement de la Garonne. Pour le SAGE Nest et Rivière de Gascogne, je l'ai dit, c'est le conseil départemental du Gers, par exemple. Et dans les collectivités qui sont présentes dans les clés, et ça peut être pour diverses raisons. Par exemple, le SAGE Nest et Rivière de Gascogne, dans les collectivités qui sont dans la clé, il y a notamment le syndicat mixte du SCOT Gascogne, au titre justement du fait qu'ils portent un SCOT. Donc eux, ils sont dans la clé, par exemple. Et un document SAGE, à la fin, le SAGE, c'est un document qui comporte 3 pièces, donc un diagnostic, un plan d'aménagement et de gestion de l'eau, qui comprend en fait les objectifs de protection de l'eau dans le périmètre en question, et puis un règlement. Si on voit ici l'exemple du SAGE Valais de la Garonne, le PAGD, donc le plan d'aménagement de gestion durable, il comprend au total 111 dispositions, donc 111 actions à mettre en œuvre, si on peut dire comme ça, et qui ont été distribuées dans 5 grands objectifs généraux. Et notamment, vous voyez ici qu'il y a un objectif qui a vraiment été consacré à l'introduction de l'eau dans les documents de planification. Et ensuite, il y a 2 règles, donc notamment une règle sur la préservation des zones humides, et puis une autre pour limiter le ruissellement notamment. Ces documents, ils s'appliquent de différentes façons aux documents d'urbanisme, puisque le PAGD, donc, qui comprend les objectifs de protection, il s'applique dans un rapport de compatibilité, donc non contrariété. Donc le SCOT doit assurer la compatibilité avec le document PAGD, et s'il n'y a pas de SCOT, c'est le PLUI directement. Les schémas régionaux de carrière aussi doivent être compatibles avec ce PAGD, donc, qui comprend les objectifs de protection de l'eau. Et puis on a un règlement, et le règlement, lui, il s'applique à toute personne publique ou privée, dans un rapport de conformité. Donc là, c'est vraiment conforme à la règle, à tout ce qui est écrit. On applique noir sur blanc ce qui est écrit dans la règle. Et c'est notamment le cas également pour les projets de loi sur l'eau, entre autres. Donc il y a vraiment 2 rapports de compatibilité qui peuvent s'appliquer pour ces documents. Et puis, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, le SAGE, il doit être compatible avec le SDAGE. Maintenant, on va passer à un retour d'expérience sur l'animation eau et urbanisme qu'on mène, parce que justement, on voit qu'il y a vraiment une interaction à avoir entre eau et urbanisme. Et depuis 2019, donc, il a été lancée une animation au SMEAG dédiée à l'introduction de l'eau dans le document de planification, avec un certain nombre d'actions qui ont été réalisées, avec un plan d'action également qui a été validé. Et dans les actions qu'on a pu mettre en œuvre depuis 2019, c'est notamment de pouvoir réaliser des portées à connaissance. Donc, dès lors qu'on a connaissance qu'un SCOT ou un PLUI va se faire, on envoie donc ce document porté à connaissance avec l'ensemble des données qu'on peut avoir sur ce territoire et les enjeux que nous avons identifiés pour ce territoire, en tout cas sur la gestion de l'eau. On peut également élaborer des notes d'enjeux à plusieurs étapes de l'avancée du document. Si on a un retour sur le diagnostic, si on a un retour sur le PADD, on peut élaborer une note d'enjeu, en tout cas une note technique qui puisse venir alimenter davantage le document. Et c'est des notes parfois qu'on élabore avec d'autres SAGE qui peuvent être concernés par le territoire en question. C'est le cas par exemple du SCOT Nord-Toulousain ou le SCOT de la Grande Métropole Toulousaine, avec qui on avec le SAGE Esborgirou qui est donc limitrophe, on a élaboré une note d'enjeu commune
pour venir annoncer, ou en tout cas venir présenter à la structure les éléments que nous avons identifiés comme importants à intégrer dans le document. Et puis on vise également à réaliser des temps de rencontres entre acteurs de l'eau et de l'aménagement. Vous avez ici à l'écran en haut à droite une photo de la dernière rencontre qu'on a faite en présentiel l'année dernière, où on était plus d'une centaine de personnes, où on a passé une journée entière à essayer de présenter aussi les enjeux de l'eau, mais côté planification du territoire et aménagement du territoire notamment. On est également en phase terrain, parce que notre but, c'est pas forcément que de donner des documents qui vont venir présenter les enjeux, mais aussi aller sur le terrain. Et là, en l'occurrence, la photo que vous avez en bas à droite, on était sur le terrain avec des élus et des techniciens du territoire du SCOT Pays Sud Toulousain, où on est allé justement voir avec eux quels sont réellement leurs enjeux sur le terrain. Et là, en l'occurrence, on parlait d'espace de mobilité de la Garonne, mais on parlait également de zones humides, entre autres. Mais ce travail d'animation, il y a d'autres collectivités, d'autres structures qui sont en train de le faire. Notamment ici, c'est le cas du SAGE Nest-Hervé de Gascogne, qui, même s'il n'est pas encore approuvé, commence déjà à travailler sur ce travail-là, parce qu'il y voit vraiment un intérêt à avoir des liens entre eau et urbanisme. Donc vous avez ici, par exemple, un atelier qui a été fait sur l'aménagement, également une visite d'un écoquartier avec un ensemble de techniciens élus. Vous avez également l'association Bassin Versant Aveyron qui a également fait un atelier sur les sols notamment, en lien avec le SCOT Centre-Ouest Aveyron, par exemple, ou encore Aménageur, qui est une cellule technique du département de la Gironde, qui élabore tous les ans notamment un atelier des SCOT girondins avec l'AURBA, qui est donc l'agence d'urbanisme de Bordeaux notamment. Et puis également, vous avez la partie gauche, la photo de gauche, où c'est un séminaire qui a été réalisé sur la désimperméabilisation des sols, qui a été fait notamment en 2022. Donc il y a vraiment tout un ensemble d'acteurs qui travaillent vraiment à l'intégration de ce document, en tout cas l'intégration de l'eau dans les documents de planification. J'ai laissé ici les contacts, si jamais vous êtes intéressé pour un accompagnement spécifique par rapport à cela, une intervention, on est vraiment disposé à pouvoir vous accompagner, à aller plus loin vraiment dans le travail que vous faites déjà, pour encore plus améliorer cette intégration de l'eau dans la planification du territoire. En plus de travail d'animation présent sur le terrain ou des notes qu'on peut envoyer, on a également élaboré, notamment ici au SMEAG avec le SAGE Valais de Garonne, des documents d'aide à la décision, notamment un guide sur l'eau, l'aménagement et l'urbanisme, que vous pourrez trouver donc sur le lien ci-après, qui est vraiment un peu les grandes tendances, en tout cas ce qu'il faudrait faire pour mieux intégrer les enjeux de l'eau dans le document de planification. C'est un document qui présente ce qu'il faudrait faire, en tout cas ce qu'on pourrait intégrer dans le SCOT et un PLUI. Et puis on a également créé l'outil AGO. AGO pour aménagement et gestion de l'eau, parce que, il faut se le dire, un SAGE, c'est un document qui est très dense, un peu technique, un peu trop. On n'a pas forcément envie de le lire. Il fait 320 pages, par exemple, celui de SAGE Valais de la Garonne, c'est un document qui fait 320 pages, donc c'est vite très long. On ne sait pas vraiment ce qu'il faut lire, où lire, et qu'est-ce qu'il faut intégrer réellement. Si j'arrive face à un document de 300 pages qui est énorme comme ça, par quoi je commence, qu'est-ce que je dois prendre en compte ou pas dans mon document, dans mon projet de territoire. Et donc l'outil AGO est là pour ça justement, puisqu'il vient recenser l'ensemble des actions, l'ensemble des dispositions qui sont en lien direct avec l'urbanisme. Et pour ça, on a deux entrées. On a l'entrée par l'eau, où on vient retrouver les actions à mettre en œuvre à travers les grands objectifs qui sont définis dans le SAGE. Et in fine, on trouve un résumé, un condensé de ce qu'il faudrait intégrer dans le bon document. Et puis une entrée sur l'urbanisme, où là, on est plutôt sur les grandes thématiques. Des grandes thématiques qui peuvent parler plus facilement, par exemple eau pluviale, zone humide. Et à chaque fois, on retrouve à la fin un résumé de ce qu'on peut intégrer, ce qu'on devrait intégrer, ce que demande en tout cas la commission locale de l'eau à intégrer dans mon document de planification. Mais il y a d'autres outils qui sont également disponibles, notamment l'Observatoire de la prise en compte de l'eau, qui est fait donc, par l'Agence de l'eau, mais aussi l'AURBA, l'AUDAP et l'AUAT notamment. Et c'est un outil intéressant puisqu'il vient recenser un ensemble de retours d'expérience concrets d'aménagement qui sont vertueux par rapport à la prise en compte de l'eau, dans les eaux pluviales ou autres, avec des fiches actions qui sont assez précises. On peut retrouver des contacts, mais aussi un montant de ce qui a été, on va dire, dépensé pour faire une œuvre. Et on se rend compte qu'au final, c'était mieux de faire une gestion alternative des eaux pluviales qu'une gestion traditionnelle, si on peut dire comme ça. Il y a également, entre autres, l'Observatoire de l'eau
pendant l'exploitation de la Garonne également, avec un volet spécifique à l'aménagement, où on peut venir également trouver des indicateurs, des données précises, un catalogue de données sur l'espace de mobilité, par exemple, les zones d'expansion des crues, des zones humides, par exemple aussi. On peut trouver tout cela à travers cet observatoire de l'eau, et en tout cas l'observatoire de la Garonne notamment. Il y a également d'autres guides qui ont été réalisés, notamment le guide de l'eau, le guide eau et urbanisme de l'Agence de l'eau à Garonne, qui date de 2019, mais qui lui aussi vient présenter des exemples concrets de ce qui a été déjà introduit dans certains documents de planification. Ça parle du SCOT jusqu'à l'OAP. Donc c'est assez diversifié en termes de retour d'expérience, et ça peut venir donner des idées en tout cas de ce qu'il est possible de faire, de ce qui a déjà été fait dans d'autres territoires. Et puis une étude très intéressante faite par l'ARURBA sur la désimperméabilisation des sols. Et c'est assez intéressant comme étude. Donc là aussi, vous pourrez trouver des éléments précis à intégrer, en tout cas ce qu'on pourrait faire en plus. Je n'ai fini pour la présentation, pour pouvoir préserver l'heure précise qu'on avait donc citée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser. Même si c'est pas là, c'est même après. Après, vous pouvez aussi revenir poser des questions, puisque vous savez qu'il y a une FAQ qui va être ouverte. Vous pourrez poser vos questions. Je vous remercie à tous pour votre présence, pour vous être connectés donc nombreux à ce premier webinaire de lancement. Je vous rappelle donc qu'il y en a d'autres qui vont venir, notamment le 18 septembre prochain, avec notamment le thème du changement climatique. Et on aura donc 3 intervenants, donc mon collègue chargé de mission SAGE Life, Eau et Climat au SMEAG. Et on a également un acteur qui va venir présenter un retour d'expérience de l'ADEME, notamment sur le diagnostic climatique, notamment à faire dans les projets de territoire. Et puis, on a également Ophélie Touchard avec nous, qui est chargée de projet transition écologique à la UAT et qui va venir nous parler notamment de la ville à 5 degrés, notamment. Ça va être ça. Donc, n'hésitez pas à vous connecter le 18 septembre également. On va garder le même lien, mais bien sûr, on va vous envoyer une invitation différente pour que vous puissiez vous inscrire. Tous ceux qui ont été connectés ici, vous allez recevoir bien donc, du coup ce lien également, et puis vous pourrez vous connecter pour pouvoir assister à ce second webinaire sur le changement climatique. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre connexion, et puis vous recevrez d'ici peu un questionnaire de satisfaction pour donc aller sur d'autres thématiques s'il est nécessaire. Si vous voyez d'autres thématiques ou un thème qui a été peut-être évoqué assez rapidement, sur lequel on n'est pas encore intervenu, en tout cas qui n'est pas prévu dans le programme, je vous invite donc à nous écrire pour trouver un autre créneau et présenter d'autres thématiques également. Et tous les supports de présentation seront disponibles, ainsi que ce webinaire qui a été enregistré dans le site, dans le lien qui sera envoyé, mais qui est également présent dans le diapo, c'est celui-ci. Donc à travers ce site-là, vous pourrez trouver les présentations, le webinaire enregistré et toute information, et notamment sur le programme à venir et tout ce qu'on va dire. Bien, merci donc à vous tous, et on a respecté l'heure, on a été bon, donc tout va bien. On vous invite donc à vous connecter pour le prochain webinaire du 18 septembre. Merci à vous tous et bonne journée et bon week-end à ceux qui sont au week-end également. Merci encore une fois, Marc-Christine Moulis, pour ton intervention. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonne journée. Bonne journée, merci.